la chanson qui dépeint le mieux Brassens, André Berkoff. Il prenait un certain malin plaisir, dirais-je, à mêler à sa poésie bien des gros mots pour choquer non pas le bourgeois, mais les filles qu'il fréquentait, disait-il. Il disait aussi, André, qu'il y a plusieurs façons donc de dire des gros mots. Moi, j'essaie d'y mettre des fleurs autour. En fait, avec lui, on peut dire, André, que les gros mots étaient des mots d'esprit, tout simplement. Tout simplement, c'était un immense poète. C'est ça qu'il faut dire d'abord de Georges Brassens. Un immense poète, un immense musicien, parce que très souvent, on va en parler avec Jacques Vassal, et en fait, moi il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, on parle beaucoup plus des mots de Brassens que de sa musique. Sauf que sa musique, elle est très subtile, elle est vraiment étonnante, et puis enfin bon, on va avoir 1 heure pour en parler. Qu'est-ce que c'est il est mort d'ailleurs à 60 ans. Hein. Il est mort. Oui, très jeune. Il est mort jeune, il faut le dire, par rapport à tout ce qu'il a fait. On va parler effectivement de sa vie, mais c'était quelqu'un. Moi, je l'ai un peu connu aussi. C'était quelqu'un à la fois un anarchiste au vrai sens du terme. C'est-à-dire, il disait, vous le savez, Jacques Vassal disait, moi, je traverse toujours dans les passages cloutés, comme ça, j'aurais pas à parler aux flics, et ils vont pas m'en parler. Et puis, c'était quelqu'un avec qui pratiquait l'amitié, qui pratiquait la fidélité, qui pratiquait la cohérence. Et puis c'est quelqu'un, moi je vais vous dire, je vais faire une forme personnelle, j'ai découvert le Gorille, j'avais 12 ans, et je me rappelle, c'était fini. C'est-à-dire que moi, ma génération, on l'a découvert, on avait 10, 12 ans, 13 ans. C'était quoi? Ça a été un choc pour vous, André Berkoff? Mais plus qu'un choc, ça a été, quand on entend le Gorille et la mauvaise réputation, on était là, on dit, mais comment on peut dire ça? N'oubliez pas que c'était un moment de Luis Mariano et de Lynn Renaud, à l'époque. Donc, ça nous a vraiment frappé, et donc voilà, on est très heureux de ce livre de Jacques Vassal, et puis de notre guitariste qui va en parler. Et oui, on va célébrer son art dans un instant sur Sud Radio, donc avec Jacques Vassal, donc qui publie aujourd'hui une biographie passionnante sur cet artiste. On peut dire qu'il est immortel, Brassens, et on va le célébrer aussi avec Nicolas Natkin, qui a créé Brassens, l'amour des mots, un spectacle remarquable qu'il joue actuellement à Paris au théâtre Montmartre-Galabru, et il nous chantera en live sur Sud Radio, certaines œuvres de Brassens. Alors restez avec nous. Être avec nous. Bonjour. Sur Sud Radio. Alors vous publiez aujourd'hui au Cherche Midi Brassens, Homme libre. Un livre dans lequel vous racontez sa jeunesse sétoise, son passage par le STO, ses années de misère, ses amours, son succès qu'il réjouissait et cette notoriété qui l'accablait. On expliquera tout ça dans un instant sur Sud Radio. Mais avant tout, expliquez-nous comment cette passion pour la chanson est-elle née? Je crois que ça date de sa toute petite enfance. Donc il est né à Sète en 1921. Son papa était maçon. Et sa maman, qui était d'origine italienne, était une grande amatrice de chansons, d'opérettes, notamment de l'opérette marseillaise, qui à l'époque était très populaire un petit peu partout en France. Et donc, elle aimait bien fredonner des chansons. Elle ne jouait pas de piano ni d'autres instruments de musique, à ma connaissance, mais elle aimait bien chanter par imitation de ce qu'elle entendait. Alors, à la TSF pour les premiers postes qu'on a eus dans les années 20, et puis aussi en direct, et puis par les partitions, les petits formats, qui étaient dans l'ancien temps, avant la radio, la télé, le YouTube et toutes ces choses-là, le moyen de transmission des chansons. Il y avait les petits formats, et puis on répétait. Si on savait pas lire la musique, c'était pas grave. Il y avait quelqu'un qui connaissait l'air, qui vous le soufflait, qui vous le disait, et puis vous regardiez les paroles, et puis assez rapidement, vous arriviez à les chanter. Ah oui, extraordinaire. Alors il faut le dire, l'ambition première de Brassens était surtout d'écrire, pas de devenir chanteur. Donc très jeune, il a commencé effectivement dès l'adolescence à écrire des poèmes. Mais comment dire, qui a éveillé en lui cette passion de la poésie ? Alors, la poésie, c'est venu principalement par un prof de français qui s'appelait Alphonse Bonafé, au collège de Sète, quand il a été en 4e ou en 3e. Et ce prof était jeune à ce moment-là. Il venait du Havre. Il était d'ailleurs ami de Jean-Paul Sartre. On l'a su plus tard. Et Bonafé, qui était au Havre aussi, effectivement. Oui, en effet. Bonafé, c'est comme ça qu'il l'avait connu. Bonafé disait à ses élèves à Sète, la poésie, en gros, c'est pas fait pour s'ennuyer ou pour être obligé d'apprendre par cœur les récitations pour avoir une bonne note à l'école.
c'est pour découvrir, c'est une façon de découvrir la vie, c'est une façon d'exercer votre sensibilité. Alors, il s'asseyait directement sur l'angle de son bureau et il commençait à déclamer du Rimbaud, du Verlaine ou de l'Apollinaire ou des choses comme ça. Je veux dire des poèmes de ce genre de poètes-là, et à leur montrer que c'était une approche vivante de la poésie. Et donc, ça commençait à les passionner autrement que d'une manière scolaire, même s'il fallait en passer par l'école. Et pour Brassens, ça a été un éveil absolument fondamental. Et oui, et il va mettre tout au long de sa carrière, excusez-moi, je vous ai coupé, tout au long de sa carrière, effectivement, il va mettre donc des poètes en musique, notamment François Villon, Victor Hugo et Louis Aragon. Écoutez ce sublime poème. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour. Heureux, et oui. Jacques Vassal, vous savez qu'il n'a pas chanté le dernier couplet de ce poème d'Aragon. Oui. C'est intéressant. Pourquoi, André ? Effectivement, alors je ne me rappelle plus par cœur la totalité du dernier couplet, donc je ne vais pas essayer de vous le réciter, mais quelque chose comme « Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur », mais surtout il n'y a pas d'amour de la dont patrie. on soit flétri, il n'y a pas d'amour dont on soit meurtri, et pas plus que de toi l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive que le pleur. Alors, je crois que c'est ça. C'est tout à fait exact, et c'est l'amour de la patrie, je crois, principalement, qui gênait Brassens. Ça le gênait d'avoir à prononcer ces mots-là, lui qui était anarchiste, et on était dans une époque, quand il a sorti cette chanson sur disque, 52-53 à peu près, un de ses tout premiers disques, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une époque où peut-être l'anarchiste qu'il était choqué par une certaine forme de patriotisme qui pourrait vouloir dire nationalisme, qui pourrait vouloir dire xénophobie, etc. Ça lui plaisait pas du tout comme idée. Ouais. Et puis d'autre part, je crois qu'il pensait aussi que c'était un couplet, une strophe pour parler poésie, un peu plus faible que les autres de la part d'Aragon, qui avait une grande maîtrise de la langue, mais qui, comme tous les grands auteurs, avait des passages moins inspirés. Et je pense que l'histoire de la patrie a joué beaucoup, ça a joué un rôle. À l'époque. Absolument d'accord. Oui. En tout cas, Jacques Vassal, on peut dire qu'effectivement la poésie a sauvé Brassens, parce qu'à l'âge de 18 ans, vous le racontez dans votre livre, il a vraiment failli mal tourner. Quelle est cette affaire de vol de bijoux pour laquelle il a écopé 2 ans de prison avec sursis, je crois, et ce en 1939? Oui. Au début 1939, il y avait une bande de copains du collège principalement, à 7 donc, dont faisait partie Georges, et à un moment donné, 2 ou 3 des copains ont dit « Chiche, les gars, vous savez, un petit peu un défi d'adolescent ou de jeune adulte qui se croit plus malin que les autres, on va piquer des bijoux ». Ils n'avaient pas d'argent de poche, j'imagine, pour offrir aux filles que l'on voulait séduire. Oui, pour offrir aux filles des fleurs, nous fîmes un peu voleurs, dira-t-il. Ouais, il le dira dans la chanson Les 4 bacheliers qui retrace l'épisode. Et effectivement, c'était ça. Donc, c'était pas du tout une bande de voleurs organisés qui auraient été sur des gros coups, des casses de banque ou des choses de ce genre. C'en était très loin, bien sûr. Mais il s'agissait quand même de se livrer à quelques actes illicites, on va dire. Répréhensibles et qui n'ont pas manqué d'ailleurs d'être réprimés par la loi. Quand ça a été découvert, il y a eu un procès qui a eu lieu au tribunal de Montpellier, donc 7 est à 30-35 km de Montpellier, et certains Sétois étaient venus à la sortie du tribunal pour dire à mort, en prison, etc. Enfin, ces jeunes gens étaient voués aux gémonies par la bien-pensance de l'opinion publique à l'époque. Et d'ailleurs, à la suite de cela, la maman de Georges, Elvira, était très embêtée parce que elle croisait certaines personnes à 7 dans les semaines qui ont suivi, qui la regardaient de travers, dans le genre « ton fils est un voyou ». Et oui, elle avait vraiment honte de la réputation de son fils, effectivement, parce qu'à l'époque, suite à ce scandale, il sera viré du collège et on lui doit cette célèbre chanson. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à
personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Et oui, cette chanson, André Berkoff, est le premier succès de Brassens, mais aussi le premier scandale dès sa sortie en 1952. On reviendra en détail sur cette affaire dans un instant sur Sud Radio. Mais avant, effectivement, revenons à sa jeunesse tumultueuse. Donc en 40, pour fuir cette mauvaise réputation qu'il avait à 7, donc ses parents l'envoient à Paris chez sa fameuse tante Antoinette. Et c'est là Jacques Vassal qui va vraiment approfondir ses connaissances littéraires et ses connaissances musicales, surtout. Tout à fait. Alors, connaissances littéraires qui avaient donc commencé grâce à en grande partie grâce à ce prof Alphonse Bonafé dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi connaissances musicales qui s'étaient étoffées déjà dans les années alors récentes, à travers la découverte de Mireille et Jean Nohain, de Jean Tranchant, de Charles Trenet, de Pils et Tabet, qui étaient tous les uns et les autres des auteurs et des interprètes de la chanson novatrice à l'époque. La chanson notamment influencée par la comédie musicale américaine, mais aussi beaucoup par le jazz américain, dont bien sûr Charles Trenet est l'exemple le plus connu. Mais avant lui, il y avait eu Mireille, qui était allée elle-même aux États-Unis pour jouer dans une comédie musicale. Donc voilà. Plus tard, il reconnaîtra d'ailleurs l'influence de Mireille et il lui rendra hommage bien plus tard. C'était une grande dame aussi de la chanson. Toujours est-il que les artistes en question venaient comme une nouvelle génération après les artistes de l'opérette italienne Aimée de la maman de Georges. Et là, la demi-sœur de Georges a joué un rôle assez important parce qu'elle avait 10 ans de plus que lui, ce qui compte quand on est enfant, bien sûr. Et elle était branchée sur Ray Ventura et ses collégiens et tout un tas d'autres nouveautés. Et en 1937, Georges avait 16 ans. Ils sont allés une première fois ensemble à Paris pour écouter le spectacle de Ray Ventura et ses collégiens et en même temps rendre visite à la tante Antoinette. La tante Antoinette, c'était la sœur de la maman de Georges, et elle habitait avenue d'Alésia, à Paris 14e, du côté de Montparnasse, et c'était une dame qui avait une pension de famille. Et oui, et il faut le préciser, du coup Brassens, il a appris tout seul en fait le piano et la guitare. Sa maman a refusé quand il était ado, enfant, plutôt au collège, qu'il prenne des cours de musique. Elle voulait absolument pas que son fils devienne artiste. Pourquoi ? Je pense qu'elle devait avoir non pas une image sulfureuse de la liberté que serait censée donner la vie d'artiste. Je ne crois pas que ça soit ça, même si c'était une dame assez conservatrice par ailleurs. Non, c'est plutôt parce qu'elle pensait que c'était pas un métier sérieux avec lequel on pouvait espérer gagner sa vie. Voilà, c'est ça. Ce que font tous les parents. Il faut un métier sérieux. Voilà. Banquier, avocat, ingénieur, fonctionnaire. En l'occurrence, peut-être fonctionnaire ou un droguiste, un sacristain. Notaire. Un métier dans lequel on peut gagner sa vie d'une façon stable. C'est l'image qu'elle s'en faisait à l'époque où Georges était jeune. Donc elle pensait que c'était pas comme ça qu'il allait, ne parlons même pas de devenir riche, ce qu'il est devenu plus tard, mais simplement gagner sa vie. Et oui, et pour gagner sa vie, donc dès qu'il arrive à Paris, il va faire un petit job chez Renault, c'est ça? Il était ouvrier en quelque sorte? Il a été ouvrier à l'atelier du décolletage des moteurs à l'époque où Renault fabriquait la Juva 4, c'était la voiture la plus connue de la marque dans ces années-là, et aux usines de Boulogne-Billancourt sur l'île Seguin. Et c'était pas marrant, il n'y restait que 2 mois environ, et ensuite la guerre est arrivée. Donc de toute façon, Renault a dû arrêter la production de voitures civiles et bientôt les Allemands ont occupé Paris et ont aussi occupé Renault et la plupart des industries françaises ont été obligées de fabriquer autre chose que des voitures civiles pour l'industrie d'armement notamment. Et là arrive une autre chapitre, il faut avancer il sera de la vie de Brassens. il sera effectivement réquisitionné par le service du travail obligatoire puis envoyé en Allemagne et ce 3 ans après son arrivée à Paris, donc en 43 à peu près, et en 44, un an plus tard, lors d'une permission, il déserte, il va se cacher chez Jeanne et Marcel, un couple d'amis donc de la tante Antoinette qui habitait dans le 14e arrondissement de Paris. Qui était-il ? Jeanne, c'était Jeanne Planche, elle s'appelait, par son mariage avec Marcel Planche, Jeanne Le Boniec, son nom de naissance, une Bretonne venue des Côtes du Nord. Et c'était une femme très humble et qui faisait des travaux de couture. Et c'est comme ça que la tante Antoinette,
qui habitait à 200 mètres à peine de l'impasse Florimond, la connaissait parce qu'elle lui confiait des petits travaux de ravaudage, comme on ne dit plus, pour la pension de famille. Il fallait de la literie, etc. Et à l'époque, on réparait beaucoup plus qu'on ne jetait. Et donc, c'est comme ça qu'elle faisait des petits travaux. Et très vite, Jeanne, qui était une femme qui, ma foi, aimait bien les hommes, s'est aperçue que le jeune Georges, non seulement était charmant, mais avait beaucoup de talent et était prometteur comme éventuel poète, voire comme éventuel... Et il s'est installé à ce moment-là chez Jeanne et Marcel? Non, pas dès le début. Il l'avait croisé quelques fois entre 1940 et 1943, quand elle venait de temps en temps chez la tante Antoinette chercher ou à rapporter des petits travaux qui étaient en cours. Mais c'est comme ça qu'elle l'avait croisé quelques fois. Et plus tard, il a donc été habité chez Jeanne et Marcel parce qu'il fallait qu'il se cache. Retour du STO en cachette. Certains jeunes, dans le même cas, rejoignaient les maquis de la Résistance. Lui, il n'a pas été dans les maquis de la Résistance, mais il fallait qu'il se planque, sinon il aurait été arrêté. Alors, s'il était chez la tante Antoinette, il est probable que soit la Gestapo, soit la police française, qui était aux ordres de la Gestapo, l'aurait retrouvé rapidement, tandis que chez Jeanne, c'était dans le même quartier, mais ça a duré combien de temps, Jacques Vassal, chez Jeanne? La fin de la guerre, puisque là, quand il est revenu, on est à peu près fin mars 1944, et jusqu'au 25 août 1944, l'entrée des troupes américaines, à 2 pas d'ailleurs de chez eux, puisqu'ils sont passés par la porte d'Orléans. En finale, pour vite avancer dans l'histoire, Brassens restera 22 ans chez Jeanne et Marcel. Oui. Ils ont vécu, il faut le dire, 10 ans dans la misère, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment célèbres. Mais Brassens aimait cette vie de bohème. Oui, bien sûr, parce qu'il était, comment le dire, par tempérament, habitué à se contenter de peu. C'était pas le genre à vouloir s'acheter les derniers costumes à la mode ou la dernière voiture. Surtout à l'époque, très peu de gens avaient une voiture de toute façon, mais même, il se contentait de très peu. Et il était très habité par sa passion naissante, mais bientôt dévorante, pour la poésie d'une part et pour la chanson, le jazz, toutes sortes de musique populaire de l'autre. Et donc c'était plus important que tout, du moment qu'il avait un toit. Mais il a souvent dit par la suite que d'ailleurs, sans Jeanne et Marcel, ou sans ensuite son succès dans la chanson, il serait peut-être devenu soit clodo, soit voleur. Et c'est aussi plus sérieux qu'en 1939 à 7. Et oui, et il leur a rendu hommage dans 2 célèbres chansons, La Canne de Jeanne et L'Auvergnat. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand... Et oui, cet Auvergnat, c'était Marcel, Jacques Vassal. Mais il n'était pas Auvergnat, Marcel. Non, pas du tout, il était de Brie-contre-Robert. Oui. Mais il a dû, je pense que là c'est un effet poétique, une question de sonorité de la langue, de dire toi l'Auvergnat qui sans façon. D'une part, ça suppose, parce que dans la croyance populaire, beaucoup de gens pensent que les Auvergnats sont radins, ne sont pas généreux, un peu comme ce qu'on dit sur les Écossais. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était intéressant comme effet poétique qu'un Auvergnat soit généreux et accueillant. Et d'autre part parce que ça sonnait mal. On n'avait pas toi le Briard, toi le Brie contre Robertois qui sans façon. Ça n'aurait pas collé. Brassens mais il pensait à Marcel, c'était vraiment Mais bien Marcel, sûr que c'était Marcel. Ça, Brassens attachait beaucoup d'importance à la réussite de la forme. Il soignait énormément la forme. Donc il ne souffrait pas d'approximation dans la versification ou ce genre de choses. En tout cas, il faut souligner quand même cet homme Marcel qui a quand même supporté ce ménage à 3 parce qu'il y a eu une véritable histoire d'amour entre Jeanne et Brassens. En effet, au tout début surtout de leur accueil, donc je pense en 1943, mais ce qui s'est passé c'est que très vite, Georges a connu une autre femme qui est devenue, on pourrait dire, la femme de sa vie, s'il y en avait une seule. C'est celle qu'il a surnommée Poupchen. C'était Joa Eman, d'origine lituanienne
et juive, qu'il a connue en 47, mais qu'il a peut-être croisée pendant l'occupation où elle se cachait elle-même, et dans Paris, plus ou moins dans le même quartier. Ils ont commencé à bavarder ensemble et elle est devenue vraiment le grand amour de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs. Oui, exactement. En tout cas, on va continuer à raconter l'histoire de Brassens. Voilà. Après la guerre, il se produira sans succès dans plusieurs petits cabarets de la capitale. Et un jour, il croisera le chemin de la fameuse pâte à choux, et son destin basculera en 1952. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgner même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. André Berkoff et Nicolas Natkin en direct sur Sud Radio. Nicolas, qui est un artiste remarquable, qui a fait un très beau spectacle sur Brassens, André Berkoff, et qui joue actuellement au théâtre Montmartre, Galabru de Paris. On va lui donner la parole dans un instant sur Sud Radio. Alors parlons du Gorille, cette chanson effectivement qui sera censurée donc à la radio le 30 janvier 1953, Jacques Vassal. Brassens l'avait chanté un an plus tôt lors d'une audition chez la fameuse pâte à choux, qui lui avait offert cette opportunité, car à l'époque, il faut le dire, Brassens était découragé, il avait vraiment pas envie de poursuivre sa carrière. Ses chansons ne plaisaient pas au début. Ouais. Non, et il commençait à se lasser et à ne plus y croire. Et alors en fait, c'est un de ses amis d'enfance, presque, enfin du collège de Sète, Victor Laville, qui lui aussi était monté à Paris et qui était devenu journaliste à Paris Match. Et à Paris Match, il connaissait un monsieur qui avait des relations mondaines, on va dire, qui faisait des chroniques mondaines, et qui s'appelait Pierre Galante. Et Pierre Galante connaissait pâte à choux personnellement. Qui a épousé Olivia de Havilland. Voilà. La grande star, Olivia de Havilland. Pour dire que ce monsieur avait des fréquentations, si vous voulez. Et donc, un jour, Victor Laville a dit à Pierre Galante, écoute, j'ai ce copain qui a beaucoup de talent, il nous chante ses chansons, elles sont formidables. Jacques Grélot a essayé de l'aider en le faisant passer, vous savez, Jacques Grélot, le chansonnier, à Montmartre, à la République, dans son cabaret, ça n'a pas marché. Mais moi, j'y crois et je pense que vraiment, il y a quelque chose. Donc, il a réussi à la convaincre, et elle a dit, amenez-le. Et au dernier moment, avant de venir, avec Victor Laville et Pierre Galante, Georges, qui tenait sa guitare à la main, y allait presque à reculons en disant « Mais non, je vais encore me ramasser, c'est pas possible, ça sert à rien, vous perdez votre temps, moi aussi je perds le mien. » Bon. Et puis finalement, ils l'ont presque poussé, je m'excuse, à coup de pied au cul, c'est le moment de le dire, pour qu'il y aille quand même, parce qu'il fallait pas gâcher une telle occasion. Ça avait été sans doute difficile à obtenir le rendez-vous. Et pâte à choux, qui était une vedette à ce moment-là, bien connue, elle dînait dans son cabaret sur les coups de 11h30, minuit, après avoir chanté elle-même sur la scène de son cabaret. Et donc elle sera sidérée par le talent effectivement de Brassens, et elle lui dira, dans 1 an ou 2, tu seras plus connu que moi. Elle ne s'est pas trompée, effectivement. C'est vrai, dans 1 an ou 2, il sera plus connu que moi, c'est ce qu'elle a dit. Elle était étonnée, elle a dit, je vais chanter quelques-unes de vos chansons, parce qu'elle était une interprète, et lui-même cherchait des interprètes pour chanter ses chansons. Mais avant tout, au fond, elle lui a fait comprendre que son avenir, c'était comme auteur-compositeur-interprète. Mais il faut comprendre que début des années 50, c'était très peu courant de faire ça. Et donc, c'était vraiment très novateur. L'idée que en fait, il y en avait très peu. J'écris mes chansons, mes textes, je compose les musiques qui vont dessus, et je les interprète moi-même, comme plus tard Maxime Le Forestier et tant d'autres. Mais à ce moment-là, c'était assez nouveau, parce que les vedettes de variété cherchaient des auteurs et des paroliers et des compositeurs. Et il lui a chanté le Gorille à ce moment-là, et la mauvaise réputation, etc. Et surtout Brave Margot, je crois. Brave Margot, mais oui, vous avez raison. Nicolas Natkin. Et je crois que pâte à choux, je me rappelle de l'interview de pâte à choux, elle disait, ok, je vais chanter Brave Margot, ça je peux me démerder. Elle me dit, par contre, tes autres chansons, personne d'autre que toi ne peut les
chanter. Et il lui a dit, ah, d'accord, mais je fais ça quand? Et elle lui a dit, tu les fais demain, parce que sinon tu le feras jamais. Et voilà. Ah oui, incroyable. Ici, en gros, elle l'a décidé à chanter lui-même et à vaincre à la fois sans doute un trac de se montrer en public, mais aussi l'idée qu'il n'était pas fait pour défendre lui-même ses chansons, si vous voulez. Alors qu'en fait, tout le monde a compris très vite, bientôt, que non seulement il était fait pour, mais qu'elles étaient vraiment mieux défendues par lui. Alors très vite, sa carrière, il faut le dire, va exploser. Le producteur Jacques Canetti, effectivement, va lui ouvrir... Canetti, pardon, qui était un émineur des coureurs de talent à l'époque. Il avait déjà mis sur scène André Brel et Piaf et tout. Sa carrière explose, mais dès le début de sa carrière, donc ses chansons, certaines, vont faire scandale et ont été donc censurées, notamment pour obscénité ou antimilitarisme, André. Ces textes étaient vraiment révolutionnaires pour l'époque. C'est-à-dire que c'est ce que Jacques Vassal a dit, il a écrit, c'est-à-dire que cette irruption de l'anarchisme à l'époque, bon, il y a eu Léo Ferré, bien sûr, et il y avait lui, mais Brassens, quand il disait, par exemple, mourir sur ses idées, on en reparlera, mais de mort lente, ça a choqué après beaucoup de monde. Mais quand il disait, le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, hein, il faut se rappeler ça. Et quand il disait surtout, le juge qui pleurait beaucoup, comme les mecs avec qui... Comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou, voilà. On s'aperçoit à la chute de cette chanson... que en fait d'une histoire de viol et de singe, la conclusion c'est quand même une condamnation de la peine de mort. En 1952, c'est tout à fait novateur et tout à fait audacieux. Oui, en fait, il était contre toutes les institutions, André Berkoff. Non, mais par exemple aussi, les gendarmes, on leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'était vraiment son... Oui, c'est-à-dire qu'il était absolument... Il tapait, mais de façon à sa manière formidablement poétique, sur toutes les institutions. Oui, les juges, les flics, l'armée. Voilà. Ouais, surtout. La patrie, quelque part, sans être excessif. Parce qu'il était d'abord poète. C'est ça qu'il faut dire. Et souvent, il disait, je n'ai pas plus à dire que ce que j'ai dit dans la chanson. Les mots sont dans la chanson. Absolument. Par contre, vous dites qu'il dénonçait la peine de mort, mais en fait, moi, je dénonce pas. Je mets mes mots, et ensuite, les gens feront leur chemin. Ils feront la moitié du chemin. C'est à eux de réfléchir à ce que ça veut dire, tout ça. C'est ça, absolument. Mais ça, c'est la marque de la poésie, de la littérature en général. Eh oui, évidemment. Alors on l'a dit, il était effectivement anarchiste, antimilitariste, il était aussi anticlérical, il dira « j'ai cherché Dieu, mais je ne l'ai pas trouvé ». André Berkoff. Non, mais... Alors, ouais. Moi, je voudrais juste dire quelque chose, peut-être j'anticipe, mais ça ne fait rien, en quelques mots. Ce qui a été extraordinaire, moi j'ai un souvenir incroyable, il y a 10 ans, je me trouve au fin fond du Vietnam, à Hue An, ni à Saigon, ni à Saigon, enfin, Ho Chi Minh City, ni à Hanoï. Et à un moment donné, je me balade. Je veux dire, il était 10h du matin. Hue An est une petite ville magnifique, mais du centre du Vietnam, vraiment. Et j'entends, le temps ne fait rien à faire, quand on est con, mais fort. Je dis, mais attendez, 10h du Vietnam, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me dirige vers le son, hein, et j'arrive à un café qui s'appelait Les Amis de Georges, avec la photo de Brassens, encore, qui doit être encore là, enfin je ne sais pas, c'était il y a une dizaine d'années, et le propriétaire vietnamien avait toutes les chansons de Brassens dans toutes les langues possibles et imaginables. Il n'avait que ça, il ne mettait que ça, et ça s'appelait Les Amis. Vous imaginez que vous êtes, voilà, en fin fond du Vietnam. Oui, mais il est réputé dans le monde, il est réputé aujourd'hui dans le monde entier, il est traduit dans de nombreuses langues. Il a une carrière posthume internationale, finalement importante. Alors on pensait que c'était que francophone, enfin que les gens, voilà, que ça ne... non mais c'est ça qui est extraordinaire, que ça ne marchait qu'en français. Or, c'est pas vrai. Non. La suite prouva que non. Alors écoutons à présent un autre de ses succès, parce que Brassens, effectivement, il était aussi contre le mariage. Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main,
ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Eh oui, il était Magnifique contre chanson. le mariage, mais aussi contre la paternité. Dans une interview, il a dit « Je préfère que la dynastie s'arrête à moi, car je n'ai pas confiance en l'avenir. Je n'ai connu l'amour que dans l'adultère. Je me tournais vers les femmes qui s'emmerdaient avec leur mari. Et il y en avait beaucoup, disait-il. Et il André a dit Berkoff. cette phrase immortelle, ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. C'est tout à fait vrai. Néanmoins, une fois, il a eu l'occasion de faire une mise au point en disant « Ce n'est pas une chanson... » pardon de vous contredire, contre le mariage, stricto sensu, c'est plutôt une chanson contre la cohabitation. C'est-à-dire que je pense qu'il redoutait le risque d'usure du couple par une cohabitation systématique et quotidienne. Et en tout cas, marié ou pas, à la limite, on pourrait dire que la question était peut-être secondaire, mais il a organisé sa vie avec sa compagne Poupchen, sans habiter sous le même toit. Ça, chacun avait son... Sauf sur rendez-vous. Donc, elle avait un appartement pas très loin dans le même quartier, dans le 14e, que Georges avait d'ailleurs payé, bien sûr, avec le succès de ses droits d'auteur et de ses ventes de disques. Mais elle venait le voir à telle heure, tel jour. Et puis, ils partaient un mois ensemble en vacances l'été. Oui. En même temps que tout le monde sur les routes, d'ailleurs. Oui, oui. Alors justement... C'était un homme qui avait des habitudes. oui, vous parliez Il de fallait son pas déranger succès. les habitudes parce que ça dérangeait l'écriture. Oui. Alors vous parliez c'est de clair. son succès, effectivement. Comment le libertaire qu'il est l'a-t-elle vécu? Est-ce que le succès l'a en quelque sorte emprisonné, Brassens? La question peut se poser parce que quand on a beaucoup de succès avec une certaine formule musicale, il est possible qu'on soit en difficulté pour s'en écarter. Regardez Bob Dylan aux États-Unis, par exemple, il a eu plusieurs fois des difficultés à, en quelque sorte, imposer aux critiques et au public des changements Quand il de est passé style. à l'électrique, Voilà, etc., notamment. ouais. Bon, lui, il est resté toujours sur la même formule, c'est-à-dire à la guitare et avec Pierre Nicolas à la contrebasse. Très important, Pierre Nicolas, qui a sur été scène, avec lui. Oui. et puis une deuxième guitare uniquement sur les disques d'ailleurs, jamais sur scène. Hein. Mais en fait, je pense il pensait que c'était plus confortable comme ça pour le public et que peut-être trop d'orchestration aurait pu nuire à la compréhension des textes qui restaient quand même très importants pour lui. Oui. En tout donc, cas, à propos de la renommée, eh bien écoutons l'une de ses plus belles chansons, interprétée en direct sur Sud Radio par Nicolas Natkin. Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bons conseils ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choix, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour de fiefs et salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Merci Super Nicolas chanson. Natkin. En tout cas, malgré sa gloire phénoménale, Jacques Vassal, il est resté un homme très discret et très humble. Très simple, très abordable pour ceux qui avaient la chance de le connaître personnellement, mais obligé quand même de se protéger, ne serait-ce que pour, comme je le suggérais tout à l'heure, ménager du temps d'écriture. Eh oui. Sa grande priorité, ça reste quand même jusqu'à la fin de ses jours, de construire une œuvre. Et construire une œuvre avec autant d'exigences sur la forme, ça suppose des tas de versions intermédiaires et du texte et de la musique. Et de la concentration. De la concentration. Et donc, il y a des moments, il fallait pas le déranger, sous aucun prétexte. C'était même écrit sur la porte de son bureau à la rue Santos-Dumont, les 10-12 dernières années de sa vie. Sauf en cas de vie ou de mort, ne pas me déranger. Ah ouais. Et il savait d'avance que c'était convenu à telle heure les copains venaient. Alors à ce moment-là, ils étaient les bienvenus. Mais tout le reste du temps, il fallait même pas lui téléphoner. Même son secrétaire Gibraltar savait que c'était pas le moment de lui téléphoner.
Eh oui, les copains d'abord sur Sud Radio, parce que Brassens est surtout resté très proche de ses racines, ses copains de toujours, ses copains d'enfance de 7. On va continuer de lui rendre hommage dans un instant sur Sud Radio, alors reste avec nous. Sud Radio, Oui. Merveilleux. Merveilleux supplique pour être enterré à la plage de Sète, André Berkoff. Mais en fait, son vœu n'a pas été exaucé, André, parce qu'il repose aux côtés des siens dans sa ville natale, effectivement, mais au cimetière des Ramassis, surnommé le cimetière des pauvres, Oui, à André. Sète, Ouais. c'est ce que nous disait Jacques Vassal. J'aime bien le cimetière des Ramassis, ça me dit quelque chose. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que il est parti, mais il n'est jamais parti. Hein. Brassens, c'est la meilleure preuve. C'est le legs qu'il a laissé. Encore une fois, je vous ai parlé du Vietnam, mais dans le monde entier, effectivement, on connaît Brassens. Et surtout, il y a une jeune génération qui est arrivée et qui connaît et qui joue et qui chante Brassens, et notamment Nicolas. Nicolas Natkin, effectivement, qui a créé donc un superbe spectacle sur Brassens qui s'intitule Brassens, l'amour des mots, un spectacle que vous jouez donc actuellement au théâtre Montmartre-Galabru à Paris. Nicolas, quand remonte votre passion pour Brassens ? D'abord, merci beaucoup pour votre accueil d'aujourd'hui, d'être venu voir le spectacle. J'ai eu un entretien très intéressant avec Jacques Vassal, qui a écrit cette biographie où j'ai vu qu'on avait une connivence. Notre point commun, c'est l'amour de Brassens, je pense, de l'homme, de son œuvre. Mais on a abordé le sujet par deux chemins complètement différents. C'est-à-dire que Jacques, voilà, qui est un homme de plus de savoir et d'expérience que moi, mais qui a pris le pari de le voir à la troisième personne, c'est-à-dire de voir le parcours de Brassens, de voir son œuvre. Et moi, au contraire, en tant qu'interprète, j'ai essayé de me fondre avec lui, de me faire qu'un avec lui. Et on a pris des chemins différents, et les mots de Brassens résonnent en moi, puisque je l'ai dit dans le spectacle, et j'ai eu envie plusieurs fois d'intervenir, mais non, la passion de Brassens, elle est venue, j'ai écouté ses chansons très jeune aussi, et puis j'ai été éveillé à la poésie, à la littérature par Jean-Laurent Cochet, chez qui j'ai pris des cours de théâtre, et les chansons de Brassens, entre autres de nombreux poètes, a résonné en moi, et quand j'ai découvert qu'après ses influences, c'était La Fontaine, c'était Villon, c'était Verlaine, toute la littérature et la poésie. Alors justement, moi je voudrais dire d'abord, vraiment je voudrais rappeler, lisez le livre, cette formidable biographie de Jacques Vassal, qui vient de reparaître avec la préface de François Morel, et vous verrez ce que c'est qu'un homme libre. Vraiment, vous lirez ce que c'est qu'un homme libre au vrai sens du terme, mais c'est pas seulement un homme libre, c'est un créateur libre. Et c'est pour ça que Brassens jamais ne mourra, tant qu'il y aura une planète et tant qu'il y aura des hommes. Oui, Brassens immortel, André Berkoff. Et je voudrais que justement que Nicolas Natkin joue quelque chose. D'ailleurs, le livre est en vente aujourd'hui, dans les librairies. Oui, il est en édition semi-poche au Cherche Midi, en librairie, aujourd'hui même. Voilà. Donc c'est l'anniversaire Nicolas Natkin. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti, contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante.
et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée, fait maman quand on la coud. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Bravo. Super. Sublime, Nicolas Natkin en direct sur Sud Radio. Nicolas, votre spectacle se joue le 19, 21 et 23 avril à 21h30 au théâtre Montmartre Galabru à Paris. Si les auditeurs veulent réserver, comment faire, Nicolas? Billet-Réduc, Brassens, l'amour des mots, nous vous attendons nombreux. Voilà. Bientôt une tournée dans toute la France, Nicolas. Une tournée dans toute la France, et je lance un appel à tous les gens qui veulent se joindre à ce beau projet, à nous aider, à nous accompagner. L'appel est lancé. On le fera. On le fera, on vous aidera. Chers auditeurs, allez voir ce spectacle. Vous passerez une excellente soirée. Merci à vous deux d'être venus sur Sud Radio. Jacques Vassal, donc je rappelle que votre livre Brassens, l'amour des mots, donc, est préfacé. L'homme libre. Pardon, Brassens, homme libre. Préfacé par François Morel, est sorti donc aujourd'hui aux éditions du Cherche Midi. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Merci.